Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Oui, en socio-anthropologue à Objection ce dimanche, l'actualité assez fournie, 2 grandes étapes. Première partie de l'émission, la Covid-19 qui étend ses tentacules un peu partout avec un tableau noir. Deuxième partie de l'émission, l'affaire Ousmane Sonko sous le rapport État-Société. Youssou Mbargane Guissé, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup. Je suis content d'être avec vous et de discuter de ces thèmes qui préoccupent tout le Sénégal. Oui, des thèmes à enjeu, Youssou Mbargane Guissé, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est socio-anthropologue. Alors, face à la courbe épidémiologique du Covid-19 sans cesse ascendante, le Sénégal continue de compter ses morts. Plus de 30 000 personnes contaminées aujourd'hui. La pandémie affole le monde. La virulence du virus a-t-elle fini de vaincre toutes les mesures de restriction jusqu'ici prises par les différents États? Oui, Youssou Mbargane Guissé, quelle première lecture face à une situation quoique inquiétante? Oui, c'est un problème, cette épidémie, cette pandémie, qui date seulement de quelques mois et qui a perturbé le monde entier, qui a tout déstabilisé. Tout le système économique, la vie des communautés, les programmes, les institutions, tout cela qui fonctionnait normalement a été déstabilisé brutalement et apparemment de manière durable, puisque cette pandémie, ce virus a un caractère mouvant, se mute, se transmet de manière fulgurante, ce qui fait que le monde aujourd'hui est dans l'émotion, dans l'émoi, dans une crise qu'elle n'a jamais peut-être connue. Êtes-vous surpris par les résultats de cette deuxième vague aujourd'hui? Ah oui, parce que d'abord, il y avait un certain espoir durant la première vague. Il y avait quand même quelques résultats dans certains pays, notamment en Afrique. On pensait que la catastrophe annoncée pour l'Afrique, notamment par l'OMS, cette catastrophe ne s'est pas vérifiée et on a constaté une certaine résilience des sociétés africaines par rapport à la pandémie. Mais cette deuxième vague, vous le voyez, touche des pays comme l'Afrique du Sud, avec ce variant, et la situation devient compliquée, même dans des pays comme le Sénégal, qui était classé quand même parmi les pays qui avaient le mieux réussi à stopper cette maladie. Je pense que dans un classement, le Sénégal était 3e mondial. Oui. Aujourd'hui, notre pays est confronté de manière très, très sérieuse, très grave, à la diffusion, à la propagation. Oui, mais cette virulence finalement traduit quoi? Elle traduit bien sûr des caractéristiques même propres au virus. Ça, les scientifiques l'ont bien établi. C'est pas un virus comme un autre. Il a des particularités anatomiques, etc. Et puis il y a aussi sa manière de se propager qui est aussi assez particulière. Tout ça donc sont des conditions liées au virus lui-même. Mais il y a des conditions sociales, des conditions culturelles qui font que aussi ce virus se diffuse d'une certaine manière plus rapidement. Oui, Youssou Mbargane Guissé, ce virus aujourd'hui préoccupe, mais que peut-on nous dire sur la réalité aujourd'hui? Est-ce à dire finalement que les mesures qui ont été prises par les États n'ont pas été à la hauteur de la virulence? D'abord, il faut dire que les États, tous les États du monde, particulièrement aussi les États africains, n'étaient pas préparés à une telle situation. Et pourtant, ils ont eu le temps quand même. Parce que le virus a démarré en Europe, en Asie d'abord, puis en Europe avant de venir en Afrique. Oui, mais tu sais, il y a un tâtonnement général. Moi, je crois qu'à part la Chine, qui au départ
a bien pensé à développer une stratégie pour contenir le virus et a mis tous les moyens, et qui a donné des résultats que l'on sait, et qui a aussi développé rapidement le vaccin. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, au Sénégal aussi, dans la première partie, on avait réussi à contenir aussi le virus. Il y avait des causes, il y avait des raisons. D'abord, l'État a eu l'intelligence de mettre en avant les scientifiques eux-mêmes. Moi, je crois que c'est une des rares occasions historiques où vraiment l'État s'est appuyé sur le corps des scientifiques pour penser ce problème-là et dégager une stratégie. Donc ça a été vraiment une stratégie qui n'était pas proprement politique, mais qui avait une base scientifique, une programmation scientifique. Et c'est comme ça qu'ont émergé un certain nombre d'experts, de médecins, de spécialistes qui jamais n'étaient connus au Sénégal et qui ont tout de suite sont apparus, ont pris des mesures, se sont affirmés, etc., et sont connus plus ou moins de la société. Est-ce à dire aujourd'hui que le pouvoir politique a pris le dessus sur le pouvoir scientifique au point de l'anéantir, l'empêchant à émerger? Dans le passé, je pense que l'État, de manière générale, ne s'est jamais réellement appuyé sur ces scientifiques, que ce soit dans le domaine des sciences sociales, la recherche sociale, que ce soit dans la recherche scientifique proprement dit ou technologique. On a toujours été dépendant. Vous l'avez toujours déploré, vous autres chercheurs. Non, bien sûr, on a déploré toujours ça. Parce que, oui. Cette orientation politique qui mettait en valeur les scientifiques, qui s'appuyait sur la réflexion scientifique, sur les résultats des recherches, pour orienter la politique, pour mettre en place des programmes et les évaluer, cela n'avait pas été poursuivi en réalité. Et ce qui a fait que le pays a été très dépendant des experts étrangers, du transfert de technologies dont on parle, et puis voilà, de l'extraversion de manière générale. Et ce sont les experts étrangers qui ont toujours conceptualisé notre propre développement. Comment Avec tous les concepts qu'on a eus, le concept même de développement dont on se gargarise encore aujourd'hui, c'est un concept qui a été développé par les économistes libéraux européens, américains, qui disaient que le développement, c'est d'abord une chose qui, pour les Africains, doit venir de l'extérieur. Et ça doit venir de l'extérieur pour apporter des idées nouvelles, parce que c'est des sociétés arriérées, qui ne comprenaient pas, qui n'avaient pas le savoir. Il fallait donc de l'extérieur leur apporter la science, la technologie, et ils devaient, ces sociétés, s'adapter, prendre pour exemple l'évolution occidentale et par étapes arriver à ce qu'on appelle le développement. Avec maintenant les outils comme la croissance, le PIB, tout un ensemble de données statistiques ou économistes qui en réalité ont échoué parce que le modèle de développement lui-même était un modèle dépendant, extraverti, encore colonial, et qui ne mettait pas en valeur la réflexion autonome, ne mettait pas en valeur les chercheurs et les scientifiques de nos pays, et ne s'appuyait pas sur l'énergie créatrice de la jeunesse, des communautés, etc., etc. Oui, mais aujourd'hui, vous l'avez constaté, ces mesures qui ont été prises ont entraîné justement la colère des populations de part et d'autre, pas seulement au Sénégal, un peu partout à travers le monde. Oui, quelle signification donnez-vous à justement cette colère des populations face à des mesures prises qui auraient pu être des mesures pour protéger la population, mais cette même population se lève contre ces mesures. Comment vous, anthropologue, analysez-vous cette situation? Je crois que cette pandémie a mis encore à un certain niveau le décalage et peut-être même la contradiction qu'il y a entre les sociétés et les États. Vous avez vu en Occident, où on a toujours développé la valeur de l'individu, la liberté individuelle, quand il s'agit des mesures draconiennes de couvre-feu,
etc. D'état d'urgence, on ne peut pas dire de crise sanitaire, de catastrophe maintenant sanitaire, oui. On a vu des sociétés, des communautés se soulever contre ces mesures qui sont pourtant des mesures sanitaires. Parce qu'ils étaient habitués aux libertés individuelles. Et ils ont perçu ces mesures sanitaires comme des mesures de restriction de la liberté. Comme des mesures liberticides. Il y a eu des mouvements qui sont organisés contre ce qu'ils appelaient les décisions liberticides des dirigeants. Ils ne voyaient donc pas l'aspect sanitaire, mais l'aspect perte de liberté. Un socio-anthropologue. Alors, professeur Youssou Mbargane Guissé, en termes de parallélisme, on a vu que des sociétés comme la Chine, vous l'avez dit tout à l'heure, ont réussi à freiner l'épidémie. Alors que d'autres pays, justement, se sont révélés vulnérables par rapport justement à cette virulence. Aujourd'hui, comment expliquez-vous? Est-ce qu'il s'agit là de l'échec d'une certaine culture politique? Oui, c'est plus que ça. C'est toute une orientation en réalité du système économico-politique. Par exemple, on a vu aux États-Unis, d'abord c'est un pays qu'on dit le plus puissant, avancé technologiquement, mais on sait le caractère dramatique du système sanitaire aux États-Unis qui exclut des millions de personnes, ce qui a motivé Obama d'ailleurs, ce qui a justifié l'Obamacare, parce que des millions de personnes américaines étaient exclues carrément des soins de santé. On l'a vu aussi également dans nos pays. Nos pays n'ont pas pris, après les indépendances, entre autres, des mesures pour mettre en place des systèmes sanitaires performants. Et quand la crise est venue, quand l'épidémie est venue, ça a révélé toutes ces faiblesses, toutes ces politiques en réalité, disons, insuffisantes au plan de la prise en charge des préoccupations des populations, aussi bien dans les pays avancés comme les États-Unis que dans les pays africains. Alors, ce qu'on peut noter comme différence, par exemple, c'est que, par exemple, des pays comme la Chine, par exemple, qui a été très affectée au départ, à Wuhan, on sait que, voilà, c'est des millions de personnes et c'était une ville, mais les autorités, parce qu'ils ont un système de gestion très rigoureux, de planification, très aussi proche des communautés, etc. Même si on parle de dictature en Chine, etc. Moi, je me limite simplement à l'efficacité d'un système de gestion politique qui a donné ses résultats. Qui a donné des résultats. Voilà. Ils ont contenu la maladie, ils ont eu le vaccin aujourd'hui et ils sont en train de le vendre aux autres pays, de le donner aux autres pays du monde. Ça, c'est un exemple. On a parlé aussi du Rwanda, qui est un petit pays, mais qui a aussi eu géré cette maladie parce qu'à mon avis, il y a toujours cette discipline collective organisée politiquement et qui a permis aux populations de respecter les mesures édictées, de se conformer, d'être responsable en réalité, parce qu'il y a cet aspect de responsabilité devant la maladie, responsable de soi-même, responsable des autres, etc. Finalement, est-ce un problème de leadership? C'est ça fondamentalement. C'est ça fondamentalement. Parce que ce qui, pour lire vraiment la situation du Sénégal, par exemple, où on a assisté aujourd'hui presque à des défiances par rapport aux mesures sanitaires. D'abord, les gens ont dit, lorsque l'État a annoncé cette maladie, cette pandémie, et beaucoup de gens ont dit que ça n'existait pas, que c'était un mensonge d'État. Nous avons affaire politique de tirage à moule. On a vu comment ça s'est passé dans les réseaux sociaux, dans certaines communautés. Même certaines personnes ont parlé et il a fallu que la police les appelle et disent non, ne vous mettez pas contre l'orientation politique fondée de l'État.
Et aujourd'hui encore, on voit le non-respect, par exemple, du port du masque, qui s'est même généralisé. Il y a une sorte donc de défiance de la mort, mais qui est aussi une défiance de l'État. Parce que l'État est l'autorité, normalement, qui a les lois, qui organise la société, et on doit obéir à ces lois. Mais s'agit-il finalement d'une défiance ou d'un déni des populations? Ou les deux à la fois? C'est les deux. Je crois qu'après 60 ans d'indépendance, par exemple, dans les pays africains comme au Sénégal, au lieu que la classe politique soit en relation, en fusion, en communication avec la société, il y a eu une sorte de décalage, de rupture finalement entre l'État et les communautés, entre l'État et la jeunesse. Comment en est-on arrivé là finalement? Parce que ça se creuse de plus en plus, cet écart, cette rupture. Il y a plusieurs facteurs. Oui. Par exemple, il y a le facteur bureaucratique. Parce que l'État qui s'est imposé aux indépendances, c'est un État en fait formé de l'extérieur, avec tout le faciès et toute la composition extérieure. L'administration, on le sait, au départ, était une administration calquée sur l'administration coloniale, qui était militaire, un peu répressive, bureaucratique, etc. Bon, les gens, la société ne s'identifiait pas tellement à cet État. En plus, les dirigeants de cet État parlaient français. C'est vraiment à l'époque de Senghor, le français, les queues de pie, la poésie française, les références grecques, etc., etc. Et voilà, les choses étaient très compliquées entre les communautés, la société et l'administration représentée l'État. Et avec les politiciens. Parce que ceci également... Vous voulez dire avec l'élite politique? Avec l'élite politique dans son ensemble. Oui. C'est vrai que aux élections, il y avait beaucoup de folklore, de mobilisation partout, populaire, etc. Mais en fait, ça ne reflétait pas en réalité la rupture, la séparation, l'incompréhension qui était en train de s'installer entre la société et l'État qui est en fait venu se superposer. Ça, c'est un premier facteur. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le modèle de développement. Cet État a mis en place un modèle de développement qui ne correspondait pas du tout à la vie, aux aspirations, aux intérêts économiques. C'est pourquoi il y a eu dès le départ une cassure entre le secteur formel et ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur informel. Ça vient de là, d'une économie qui est installée et qui n'avait pas de prise sur les traditions économiques locales. Donc les banques étrangères, le système fiscal, tout ça, c'était quelque chose de venu de l'extérieur. C'est la gestion occidentale, européenne et tout ça. Et le système de vie, d'économie, des communautés qui étaient plus ou moins marginalisées et qui donc s'organisaient entre elles-mêmes. Et ça a donné le secteur informel qui est tellement puissant aujourd'hui et qui fait que aussi l'État ne peut pas, si vous voulez, gérer toute l'économie du pays. En réalité, ça aussi, c'est un élément de crise aujourd'hui. Vous avez parlé de bureaucratie, vous avez parlé de modèle de développement, oui. De langue. De langue, la langue. Oui. Et puis, également, du tout le système, en fait. Tout ça s'est traduit dans le système éducatif. Hein? Dans le système éducatif qui, au départ, prenait les gens dans leur milieu autonome, dans leur culture, et puis les transformait plus ou moins en francisés et en auxiliaires ou acteurs dans le système économique dominant qui est occidental. Alors, transposer dans le système dans lequel nous sommes, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec justement cette pandémie de la COVID-19, est-ce qu'à dire qu'on est arrivé à l'heure de la crise du développement
du capitalisme, de l'ultralibéralisme. Oui, quelle signification donneriez-vous à ce contexte dans lequel nous sommes? Alors, contexte en pleine pandémie Covid-19. Voilà. Je crois que cette pandémie a révélé la faiblesse structurelle du système capitaliste libéral, qui a dominé le monde, qui a organisé le monde avec force et violence jusqu'à présent. Les années 80, c'est la mondialisation qui est achevée dans le monde. Oui. Il y a la technologie, le numérique, la mobilité, la cybernétique. Bon, tout ça, des milliards sont engagés, le monde est unifié, interconnecté, et puis c'est des milliards et des milliards de dollars maintenant. La mondialisation. C'est la mondialisation. Alors, c'était l'optimisme et même l'arrogance des dirigeants du monde. Parce que tout semblait maintenant... Et on semblait être arrivé au projet, à l'objectif du philosophe Descartes, que l'homme a en fait devenu maître et possesseur de la nature, avec arrogance, n'est-ce pas? Et là, l'épidémie est venue remettre tout ça en cause en quelques jours. Oui. Alors, ça veut dire quoi? La vulnérabilité de l'homme. La vulnérabilité d'abord du système capitaliste. La vulnérabilité. Et cette vulnérabilité d'ailleurs, elle a été mise en évidence dès le 19e siècle par Karl Marx et Engels. Ils parlaient même d'une civilisation finissante au XIe siècle, parce qu'ils voyaient venir que c'est un système d'abord basé sur l'individualisme. C'est un système qui a commencé par détruire toutes les communautés et les liens de sang, les solidarités, les liens avec la terre, avec la nature, avec l'écologie, tous les équilibres antérieurs qui ont construit les grandes civilisations de l'humanité. Ce système capitaliste a commencé par les détruire. Engels, par exemple, parle de la... Et puis l'argent est venu aussi jouer un rôle dissolvant. La monnaie a joué un rôle dissolvant. Les économies ont été complètement bouleversées pour être dans la logique du profit individuel. L'ultralibéralisme. Ça. Deuxième élément, et lié à ça, l'argent, le sacré, tout ce qui est sacré a été mis en terre, enterré. C'est l'athéisme, c'est le matérialisme, c'est la richesse, c'est ce monde, le profit, la jouissance. Deuxième élément de l'individualisme et du profit, l'argent, la jouissance. On est un monde de jouissance, de consommation, de jouissance. Et de jouissance sans limite. Donc la morale n'a plus de sa place. La morale n'a plus sa place, il n'y a pas Dieu. Aujourd'hui, le plaisir est élevé au niveau tel que tous les tabous sont levés. Il n'y a plus même de sexe. En fait, l'homme et la femme, c'est un tabou. En fait, il y a le genre. On peut passer d'un genre à l'autre. On peut aujourd'hui être homme, demain, le soir, être femme, être marié, être en même temps épouse. Il y a tout ce qui est... le permis. Voilà, un monde en décadence à mon avis. Et c'est ça aussi qui est un élément de crise de la civilisation. Oui. Il y a un élément de crise de la civilisation, de crise de cette modernité qui se présente comme l'idéal en fait du monde, la perfection de l'homme, en fait, qui est un élément en fait de perdition de l'homme et des civilisations. Donc en 1980, avec le numérique... Mais pourtant, avant qu'on en arrive à l'avènement du numérique, mais oui, vous avez parlé d'Engels, vous avez parlé de Marx, mais il y a aussi Samir Amin, Cheikh Anta Diop, ils en ont parlé tout au long de leur existence pour préparer l'humanité à ce qui est advenu aujourd'hui.
jamais à toujours à chaque étape du développement de l'humanité, il y a eu des scientifiques, des savants, des acteurs, des hommes, des femmes qui se sont levés pour faire la critique du système et poser des alternatives. Il y a eu dans les années 70, dans les années 60 pour l'Afrique, bien sûr, Cheikh Anta Diop est incontournable. Il a fait l'analyse des civilisations du monde, il en a fait l'historique, il a montré l'apport des Africains à cette civilisation, il a comparé vraiment la différence de ces civilisations négro-africaines avec les civilisations européennes, etc., etc. Et il a montré tout l'apport scientifique, technologique, culturel, spirituel que l'Afrique a apporté au monde. Et donc, il y a eu Cheikh Anta Diop, qui est une référence qui doit être enseignée, éduquée, enseignée dans les écoles partout. Mais il y a eu aussi sur le plan économique, n'est-ce pas, des gens comme Samir Amin, qui ont montré l'accumulation à l'échelle mondiale. Il y a en Amérique latine des gens comme André Gould Frank, qui ont analysé le système en termes de développement, du sous-développement. Il y a des économistes comme Arguiri Emmanuel qui ont parlé du développement, de l'échange inégal. En fait, et aujourd'hui, il y a toute une génération africaine qui s'organise autour des plateformes scientifiques. Comme par exemple, au Sénégal, en Afrique, il y a la RASA, qui regroupe, il y a les ateliers de la pensée, il y a le Colestria, il y a beaucoup de réseaux scientifiques africains qui sont en train de repenser justement ce développement, ce modèle colonial, de le remettre en cause dans la continuité de ce que Cheikh Anta a orienté, mais aussi de proposer des alternatives à un autre développement sur le plan politique. Et d'ailleurs, ça correspond avec le centenaire de Amadou Mokhtar Mbow, qui va être bientôt célébré. Un colloque qui traitera des trois thèmes suivants. Amadou Mokhtar Mbow, l'éducateur émérite, Amadou Mokhtar Mbow, le visionnaire, actualité du nomique, du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication et du consensus. Il y a aussi Amadou Mokhtar Mbow, permanence d'un engagement politique et citoyen, entre autres événements. Certainement, on aura l'occasion de revenir sur ce centenaire qui sera célébré, le centenaire du professeur Amadou Mokhtar Mbow, également qui s'est battu dans le cadre du NOMIC également. Vous parliez tout à l'heure de crise de civilisation, vous parlez tout à l'heure de l'avènement du numérique aujourd'hui, mais le combat ne date pas de maintenant. Voici un exemple de combat qui date depuis longtemps, le combat culturel. Oui, Youssou Mbargane. Oui, le combat culturel ne date pas de maintenant. Vous vous souvenez bien en 1964 de l'aboutissement de tous les éléments, tous les courants de cette lutte-là avec le Festival mondial des arts nègres en 1964 à Dakar. Il y a avant ça, bien sûr, tout le mouvement qu'on appelait la question nègre, où il y avait tous les intellectuels aussi, mais aussi des ouvriers comme Lamine Senghor, etc. et d'autres. Garan Kouyaté, malien d'origine, enfin soudanais, de toute façon il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tous ces états. Et il y avait aussi sur le plan culturel des gens comme Keïta Fodeba. Il ne faut pas oublier aussi les artistes du théâtre, de la littérature, de la poésie, des gens comme Ampateba, des philosophes comme Boubou Amani. Bon, il y avait donc partout sur le continent, en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Afrique centrale, etc., des mouvements culturels et scientifiques qui ont aussi
bougé, qui sont combattus, et dans certains pays, ça a été la lutte de libération nationale. Les gens ont pris les armes pour se libérer. Et malgré tout ce combat, oui, aujourd'hui, on est arrivé à une certaine crise de toutes ces valeurs-là aujourd'hui. Oui, parce que la plupart des combats ont été plus ou moins confisqués. Les luttes de libération nationale, que ce soit en Guinée-Bissau et Cabral. Mais confisqués par qui? Confisqués par la bourgeoisie, une bourgeoisie comprador aujourd'hui. Oui. Le mot moi j'adopte ce mot comprador, parce que la bourgeoisie qui a été prise, bourgeoisie politico-bureaucratique des années 60, l'indépendance, ce n'est pas plus exactement la même bourgeoisie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une configuration sociologique de l'État qui a changé. Qui a changé. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui de réseaux mafieux, de drogue, de vente de tout ce qui est illégal, de corps humains, de trafic d'hommes, de trafic de produits miniers, etc., etc. Et tout ça, ça a été révélé, vous avez dit, par le virus, par la Covid-19. Mais aujourd'hui, Youssou Mbargane Guissé, il est question de vaccin. Est-ce que c'est la reprise de l'espoir par rapport justement à l'arrivée de ce vaccin, notamment dans les pays comme le Sénégal, où la logistique est en train d'être mise en place? Comment justement analysez-vous cette campagne de vaccination qui s'annonce, même s'il y a quelque part, des résistances à ce niveau encore? Oui, il y a des résistances et ça se comprend. Pour plusieurs raisons. La question de la santé est une question particulièrement importante dans le vécu de chacun dans les communautés. Peut-être c'est la question, peut-être. Après celle de la mort, peut-être c'est la question la plus importante, c'est la santé, c'est la vie. Et les gens ont une expérience qui n'est pas toujours rassurante avec le système de santé occidental qui a été mis en place. Vous savez que jusqu'à présent, il y a des réticences à aller dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que les hôpitaux eux-mêmes sont tellement organisés de manière si extérieure aux populations, à la société, et qu'il y a un problème. Il y a un problème d'accès. Les États n'ont pas mis assez de moyens pour transformer ce système hospitalier inhospitalier, hérité de la colonisation, pour en faire des centres de santé ouverts, conformes aux aspirations des communautés, conformes aussi à leurs besoins, à leurs réalités, etc. À leur propre entendement. À leur propre entendement, en intégrant bien sûr la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, on parle toujours de vaccins, de santé, en mettant en côté le patrimoine le plus riche africain de l'humanité qui se trouve en Afrique. On reviendra sur cette découverte d'un éminent professeur colombien. On aura l'occasion de revenir sur ça. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est un système qui met sous le boisseau, qui écarte en réalité les patrimoines. Les patrimoines scientifiques des communautés, mais notamment la médecine traditionnelle. Oui, mais professeur Youssou Mbargane Guissé, le vaccin reste aujourd'hui la seule, pour ne pas dire l'unique alternative par rapport à cette pandémie qui continue encore une fois de frayer le monde. Oui, je voulais en venir à là, pour dire qu'il y a un rapport. Si vous voulez qu'aujourd'hui, les gens sont réticents par rapport au vaccin. Il y a même des médecins qui ont parlé, partout même dans le monde, pas seulement sénégalais ou africains, pour dire qu'ils ne vont pas se faire vacciner parce que le vaccin, il est parasité par des projets, par exemple, de contrôle des hommes, parasités par des projets d'élimination en fait de la population africaine qui serait une menace
pour le monde, notamment le monde occidental. Bon. Il y a tous ces éléments qui se sont accumulés, le fait que la médecine occidentale ne soit pas réellement instaurée ici, après des années, des siècles de présence pourtant, le fait que pour cela, les communautés ont toujours mis en avant d'abord le recours à la médecine traditionnelle avant d'aller finalement dans les hôpitaux si c'est nécessaire. Ensuite, il y a eu un problème des médicaments eux-mêmes. La manière dont les Africains se soignent avec les plantes, c'est les manières douces. Le rapport avec le guérisseur, c'est un rapport de confiance, c'est un rapport direct, c'est un rapport intime. Alors que tout ça, le système occidental n'a pas ça, c'est installé dans les villes et devenu un système lucratif, il faut payer. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'es pas soigné. Voilà la réalité de ce système-là, qui est là depuis l'indépendance. Et que les populations, donc, plus ou moins, auxquelles les populations n'ont plus confiance. Donc, il faut tenir compte de ce facteur-là, si on veut faire une communication pour faire passer, par exemple, des programmes de vaccination, ceci, cela. Ça, c'est un premier élément de rupture. Un deuxième élément, c'est que les Africains, on a toujours accusé les Africains d'être, à l'origine de ces pandémies-là. Vous vous souvenez bien du sida, on a dit que le sida était africain, ça venait des singes, etc., etc. Et ça a créé des méfiances. Il y a eu dans le monde des conférences, des manifestations, etc., comme quoi la population africaine en 2050 sera la population la plus importante de l'humanité. Donc c'est un danger et qu'il faut maintenant limiter les naissances. Il y a eu des programmes importants depuis des décennies financés par des réseaux, par des pays. Mais ça date pas de maintenant, la thèse entre les malthusiens et les anti-malthusiens. Donc, mais cette thèse-là est appliquée jusqu'à présent. Il y a récemment, il y a toujours des conférences. Donc, le fait que les Africains pensent que, ou on leur a fait penser que ces vaccins seraient pour réduire en fait la population. Ça va créer d'autres problèmes de santé, des cancers. Chez les femmes, pour le vaccin par exemple du cancer de l'utérus, à partir de 9 ans chez les femmes, ce serait pour empêcher les femmes africaines de procréer, la population africaine de se développer, etc. Donc il y a des pesanteurs. Mais comment contourner ces pesanteurs justement pour réussir cette campagne de vaccination qui arrive? Et puis je veux dire, un dernier aussi comme facteur, c'est que le mensonge, en fait, qui gouverne le monde, en fait, qui tisse tous les liens dans ce monde-là, le mensonge fait que aussi on n'a plus confiance. Aujourd'hui, il y a des populations en Afrique, au Sénégal, qui n'ont pas confiance en l'État. Ils te disent, l'État, bon, lu bari lu mu wax du dëgg. Xam nga, lu mu wax lu bari du dëgg. Dafa am lu ci rax nangamati nangam xaalis bi ñuy jël pour dugal ko feneen lii naa vaccin bi. Bon, donc il y a ces idées-là qui sont là, qui sont ancrées. Et puis les gens ne se sentent pas liés en fait à leur État. Il y a le problème de la confiance, de la discipline, du respect des lois de la République. Et ce respect de ces lois-là, justement, les gens pensent que les dirigeants sont les premiers à ne pas le faire. Donc ils ne sont pas tenus de le faire. Mais quelle alternative pour relever le défi justement de cette campagne de vaccination qui est annoncée en fin mars? Elle va se faire, puisqu'il n'y a pas, à mon avis, une alternative, disons, de politique de mise en place politique, mais avec difficulté. Ah oui? Ah oui, avec difficulté. Les gens pensent que le vaccin s'est fait trop rapidement, c'est fait par les Occidentaux, c'est pour diminuer la population africaine, etc. C'est pour rendre les gens stériles. Est-ce que c'est une nécessité, ce vaccin? Moi, je ne peux pas déterminer
sa nécessité parce qu'il faut plusieurs facteurs pour voir vraiment si c'est nécessaire. Maintenant, volontairement, les gens, ceux qui croient vont le faire, et je suis sûr que ceux qui n'y croient pas ne vont pas se faire vacciner. Ce qui est un problème aussi. Parce que vivre dans une société où les uns sont vaccinés, les autres ne sont pas vaccinés, ça pose aussi un problème. Ça veut dire que ça n'a pas réussi fondamentalement. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on redéfinisse les rapports entre l'État et la société, que l'État reflète les intérêts des communautés, que la communication politique soit maximale, que la confiance s'installe, que l'État prenne en charge les intérêts, les idées, les aspirations des communautés et des scientifiques. Si cela est établi, bien sûr, beaucoup de problèmes vont être plus faciles à résoudre. Oui, alors, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Youssou Mbargane Guissé, il est socio-anthropologue. Alors, Youssou Mbargane Guissé, l'autre grosse actualité, c'est justement l'affaire Ousmane Sonko, qui est accusé de viol. L'Assemblée nationale mise en branle, la première étape aujourd'hui a été actée avec la conférence des leaders. Aujourd'hui, avec le recul, comment analysez-vous cette situation? Je suis peiné. Ah oui, pourquoi? Par cette situation de Sonko. Parce que je pense que ce n'était pas nécessaire. Ah oui? Ce n'était pas nécessaire vu le niveau de développement politique considéré pour notre société. Vous y voyez un fait politique, vous? Bien sûr que c'est un fait politique. Là, c'est le socio-anthropologue qui parle. Moi, je ne connais pas Sonko, je ne suis pas patriote, je ne suis pas militant de son parti. J'analyse les faits. Oui. Et ce qui m'intéresse dans la société sénégalaise, c'est l'évolution entre l'État, les rapports entre l'État et la société, et les rapports, le système par lequel l'État se reproduit. Je crois qu'il y a deux choses qui ont marqué le système par lequel l'État se reproduit. Ah oui. Alors, un État a une logique, tout système a comme logique fondamentale de se reproduire, c'est-à-dire de continuer à exister. Vous avez parlé d'idée de conservatisme. Donc, le système est toujours en réalité conservateur. Le système est par définition conservateur, mais il porte toujours les contradictions qu'il cherche à maintenir, mais ces contradictions peuvent déborder et faire changer le système lui-même. Oui. Oui. Alors, l'État du Sénégal, depuis qu'il existe, avec la présidence de Senghor, son seul but, c'est de se maintenir tel quel. Et de maintenir les intérêts de la bourgeoisie politique qui a été installée avec Senghor et de continuer ainsi à gérer le Sénégal dans les paramètres économiques qui ont été définis depuis l'indépendance, c'est-à-dire des paramètres économiques encore coloniales. Et quel est le lien avec ce qui se passe avec l'affaire Ousmane Sonko? À titre d'analyse comparative, vous avez évoqué le contexte Senghor jusqu'à Macky Sall, en passant par Diouf et Wade. Quelle est l'analyse comparative par rapport à ce qui est en train de se passer? Je vous parlais de l'affaire Sonko. Alors, je disais qu'il y a deux éléments que je remarque dans ce système de fonctionnement de l'État, dans le cadre des compétitions, la compétition entre partis, entre hommes politiques pour le pouvoir, pour gérer le pouvoir. Pour la conservation du pouvoir. Voilà. Je dis que Senghor a utilisé ces deux éléments. Le premier élément, c'est ce qu'il appelle le dialogue
le dialogue, dialoguer, disso, qui est un système qui lui permettait, face à des contradictions qui étaient là, avec un potentiel explosif. Oui, des contradictions majeures. Voilà, des contradictions majeures, de faire parler les acteurs, donc de les initier à un dialogue qui est une sorte d'échange pacifique, et puis de voir parmi ces acteurs les plus radicaux, de faire en sorte que ces acteurs le rejoignent dans son parti, et ça lui permet d'abord de désamorcer la crise, la bombe qui était là, et de renouveler le personnel dirigeant de l'État par de nouveaux, parce que le personnel dirigeant il doit être renouvelé par génération, etc., etc. Donc le dialogue était un élément pour Senghor, voilà, de résorber les tensions et de prévenir des crises politiques qui changeraient la nature de l'État et son modèle de développement colonial. Alors, il a fait ça, il a appliqué ça, et Senghor disait lui-même que l'UPS n'est pas un parti unique, mais un parti unifié. Et toute la stratégie de Senghor, son intelligence, c'était justement de faire en sorte que ses adversaires politiques, les plus radicaux en tout cas, porteurs de voix, puissent le rejoindre. À un moment donné, il disait à un responsable de l'ancien du PAI qu'il avait reçu, et Senghor lui disait, mais écoutez, moi j'ai besoin de votre expertise, vous pourrez être mon ministre. Il lui a été répondu, mais monsieur le président, moi je suis un ex du PAI. Senghor lui dit, mais écoute, la majorité de mon gouvernement sont des anciens du PAI. Donc Senghor a toujours fait ça, de manière intelligente, c'est le dialogue. Mais en même temps, Senghor a toujours utilisé ce mécanisme qu'on utilise aujourd'hui avec le cas Sonko, et que Abdoulaye Ly a bien identifié, qu'il appelle l'illégalité légaliste. Sous Mamadou Dia, avec le conflit avec Mamadou Dia, parce que c'était le premier grand conflit, à part celui du Mali, la Fédération du Mali, l'éclatement de la Fédération du Mali. Le deuxième grand conflit, c'était le conflit Senghor-Dia. Et c'était un problème vraiment d'orientation historique de la société du Sénégal. Dia voulait se libérer de l'emprise des Français et orienter le pays vers le pouvoir paysan, les coopératives, organiser le pays, la discipline, etc., vers un développement endogène. Voilà ce que Dia voulait. Mais Senghor, il était tenu par les intérêts justement français, les huiliers, les Libanais syriens, en fait tout le gratin politique, ses liens avec De Gaulle, etc. Il a été, français quoi, sénégalophone. Donc ce conflit-là qui a éclaté, Senghor l'a réglé en utilisant ce que Abdoulaye Ly appelle précisément l'illégalité légaliste. On a accusé Dia de coup d'État. Ça devient un problème juridique. Ça va dans les tribunaux. L'illégalité légaliste. Alors, c'est toujours sur un mensonge. Ça part sur un mensonge de toute façon. C'est une manipulation. D'un complot. Oui, il appelle ça complot, lui, Sonko. Mais en réalité, c'est à la fois c'est de la manipulation. Voilà, pour écarter un adversaire politique. Vous avez parlé Senghor avec Dia. Senghor avec Dia. Oui. Là, le problème, toujours, les lois sont toujours utilisées, en réalité, en dernier ressort, pour couvrir, parce qu'un État, une république, ne peut pas se permettre
de l'illégalité. Non. On met tout sous le sceau de la légalité. Et l'illégalité, justement, est enveloppée par la légalité. La manipulation, c'est une manipulation qui est enveloppée par la légalité. Et c'est ça qui s'est passé avec Dia. Les études ont montré par la suite que c'était ça, effectivement. Quand Senghor a voulu donner le pouvoir à Abdou Diouf, c'était pas une compétition. L'article 35. Il a mis l'article 35 pur et dur, et puis l'autre est passé. Diouf est passé, président. Alors qu'il y avait des acteurs politiques sur le terrain, etc., depuis des décennies, qui avaient la légitimité. Quand il prenait le pouvoir en 1981, ou je ne sais pas, mais il n'avait pas la légitimité. Il y avait les Babacar Ba, il n'avait pas de légitimité politique qui lui autorisait. C'est la loi. La loi, la légalité. Mais une légalité qui était illégale, en réalité. Du point de vue sociologique, du point de vue simplement de l'analyse. Vous avez parlé de Dia, vous avez parlé de l'arrivée de Diouf au pouvoir. Voilà. Oui, maintenant, avec l'article 35. Maintenant, l'affaire Sonko, tu vois, qui défrait la chronique. Mon premier sentiment, c'est de regretter encore de telles méthodes pour liquider un adversaire politique. On ne doit pas être dans une logique de liquidation de l'adversaire politique. Dans la démocratie, si vraiment elle est réelle, on doit compétir de manière légitime, on doit compétir avec élégance. N'est-il pas question d'affaires privées, d'une affaire civile? C'est ça le problème. Moi, quand on me parle d'affaires civiles, c'est toujours dans cette logique de trouver une forme légale pour faire marcher une manipulation politique. C'est tout. Quand on parle d'affaires civiles, d'aller au tribunal, de répondre aux trucs, tout ça, c'est entrer déjà dans le jeu de l'illégalité légaliste. C'est ce que disait Ablaïli à l'époque, l'illégalité légaliste. Oui. Si on analyse le fonctionnement du système, en dehors des individus, moi, je ne me focalise pas sur les présidents, sur les opposants. Non, je ne me focalise pas sur les personnes. Je ne suis pas partisan, si vous voulez. Je suis partisan de la science, de l'analyse scientifique et politique. Et c'est comme ça que je vois. Je ne cherche pas à plaire ou à déplaire. Donc, c'est ça l'affaire Sonko. Pour moi, ça dessert même le pouvoir. Ah oui? Ah oui, oui. On ne doit pas fonctionner dans le salissement, dans la souillure. De décence. Oui, il y a un problème de décence. Et puis c'est plus grave. Ah oui. Parce qu'il faut comprendre, il faut toujours, quand on met en avant un système de manipulation, et de mensonge et de manipulation, ou de corruption, de toute façon, il ne faut pas se surestimer ou sous-estimer les autres ou le contexte, mal analyser le contexte. Que donne le contexte? Le contexte aujourd'hui, à mon avis, est tel qu'on ne devait même pas avoir une telle situation. Ah oui? Oui, et le président devait veiller à ça. On est dans un pays en crise profonde. On est dans un pays en pandémie. Les gens sont malades, ils meurent. La société est désarticulée. Les acteurs économiques sont déboussolés. La jeunesse est en désespoir. Il y a tout ça. Rien ne marche en réalité. Pourquoi choisir ce moment où il faut plutôt, quel que soit le pouvoir qu'on ait, unifier les gens, travailler à la cohésion sociale, développer la solidarité, élever le niveau de communication, d'entraide, etc. Ce moment précis, on utilise, on crée un événement, mais qui ne fait que compliquer les choses. Et à qui imputer cette responsabilité? Elle est unidirectionnelle ou à qui imputerez-vous cette responsabilité? Pour moi, je m'en tiens à la perception politique et la logique du fonctionnement du pouvoir politique.
Et ce fonctionnement est tel qu'aujourd'hui, on le sait très bien, qu'il y a un problème il y a un problème de renouvellement, en fait, politique. Le président actuel doit partir normalement dans 2 ou 3 ans. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? C'est un problème. Tous ceux qui sont autour de lui, certains voudraient qu'il continue pour continuer le système, d'autres voudraient d'autres alternatives, etc., etc. Il y a un flou politique, d'ailleurs très dommageable, parce que un pays, il y a la Constitution, il y a les lois, il ne doit pas y avoir une telle confusion autour du pouvoir. Cette confusion étant, on crée maintenant une situation comme celle d'accuser Sonko de ceci, de cela, ça fait un procès, les jeunes sortent dans la rue, on casse tout. Quel est l'intérêt que l'État peut avoir dans ce secteur? Rien, il n'y a aucun intérêt. Alors, Youssou Mbargane Guissé, on a commencé par cette pandémie de la Covid-19. On a parlé aussi de l'affaire Ousmane Sonko. Alors, en conclusion, faut-il repenser la société? Quel modèle et quelle perspective pour cette société? Il faut repenser la société, mais il faut repenser surtout l'État. Il faut que la société repense l'État. Parce que l'État lui-même ne peut pas se repenser. Parce que l'État fonctionne selon la logique de ses intérêts. Voilà, les gens, quand on les élit, ils disent je suis là pour 50 ans. Je serai là pour 50 ans, je vais réduire l'opposition à sa pleine expression. Bon, voilà, ça devient un pouvoir monarchique, un pouvoir... Senghor a fait 20 ans, Diouf a fait 20 ans, voilà, Wade voulait faire 20 et quelques ans. Aujourd'hui, voilà. Le président aussi voudrait rester, ou en tout cas ses partisans veulent qu'il reste encore, que ça dure. Donc c'est la société qui doit aujourd'hui aider l'État à se transformer. On doit avoir un État qui reflète les intérêts de la communauté. Il y a une réflexion importante, une définition importante que Marx a dit. Parce que c'est intéressant quand on étudie le capitalisme, parce que nous sommes toujours sur le capitalisme. C'est ça. Parfois d'aller aux sources de ceux qui ont pensé le capitalisme. Ces gens-là l'ont pensé non seulement en tant que processus de naissance, de développement, mais même de ce qu'il va être. Et c'est intéressant toujours de faire un retour aux sources. Alors, Marx dit que l'État doit, d'une part, tout État reflète les intérêts particuliers, les intérêts de classe. Ça peut être les riches, les banquiers, etc. Tout État, en tout cas, représente des intérêts particuliers. Il doit défendre ses intérêts, n'est-ce pas? Mais en même temps, la fonction de l'État est d'être l'expression politique de la société civile. Ça veut dire quoi? Oui, pour finir. Ça veut dire qu'on doit être dans une république démocratique, participative. Et que l'État doit à la fois gérer des intérêts restreints de classe, certainement, mais aussi prendre en charge les aspirations des communautés, de ses populations, de sa jeunesse, de ses femmes, de ses artisans, de ses travailleurs, de ses ouvriers, et répondre à ces aspirations dans ses politiques sociales de manière véritable, en mettant en avant un développement endogène. Parce que rien ne se fera si on continue à être dépendant de l'extérieur, dépendant de la France, la Banque mondiale, du FMI. On ne bougera pas, on va s'écrouler au contraire. Si on veut se relever et développer nos pays, il faut que l'État reflète ces deux caractères, refléter des intérêts privés, mais être l'expression politique officielle de la société civile. Merci Youssou Mbargane Guissé. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Il était notre invité. Il est socio-anthropologue, enseignant-chercheur. Youssou Mbargane Guissé a beaucoup travaillé à l'IFON, à l'Institut fondamental d'Afrique noire. Ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Le temps malheureusement est passé trop vite, mais on aura d'autres espaces pour poursuivre cette réflexion entamée. La chute ou la crise du modèle capitaliste, beaucoup ont réfléchi, ont interagi, ont agité. La société est en mutation. Pour quelle réponse l'histoire nous édifiera? Merci, mesdames, messieurs. Ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.